En manchette cette semaine, les organismes d'habitation demandent un sursis de 2 ans. On plante un arbre pour la paix à l'école Saint-Laurent. Des séances de consultation publique ont lieu à Buckingham et c'est le mois du piéton à Gatineau. Bonne émission. Bienvenue à InfoMag. Différents organismes reliés à l'habitation, dont Mon Chez Nous et Logement en Occupe, se sont unis pour manifester devant les bureaux du député de Papineau, Mathieu Lacombe, lundi. Ils demandent au gouvernement d'accorder 2 années supplémentaires aux bénéficiaires des logements de transition. Présentement, le maximum de temps alloué est de 5 ans. François Roy de Logement en Occupe nous dresse le portrait de la situation. On parle facilement d'une quarantaine d'unités de logement qui sont du logement de transition. Il y a les œuvres Isard-Assigui qui a, avec le projet de tremplin, des logements de transition 5 ans. Il y a le Mimosa du quartier dans le Vieux-Hall qui a du logement de transition. Il y a Mon Chez Nous. Il y a la Soupe populaire également. Fait que de mémoire, c'est à peu près ces organismes-là qui sont dans cette situation-là. Les témoignages des gens qui se retrouvent face à l'éventualité de devoir se trouver un autre logement devient rapidement émotif. Pour eux, la pénurie de logements abordables leur fait craindre le pire. Madame Christiane Clermont nous parle de sa situation. En un mot, 2 mots, la rue. Parce que 1063, on ne peut pas se le cacher, là. Juste prendre le coût de la vie. Puis quand on en perd la santé, puis qu'on perd un emploi, c'est toute une vie qui change. Au sortir d'une rencontre avec le personnel du député Lacombe, François Roy semblait optimiste de l'écoute obtenue. Le ministre de la Famille était absent lors de la manifestation, étant en devoir aux Îles-de-la-Madeleine. Voici la réaction à chaud de M. Roy après sa rencontre. Oui, il y a quand même une bonne écoute. Puis bon, à date, les rencontres qu'on a eues avec M. Lacombe, les suivis ont été faits. On a indiqué que là, malheureusement, c'est un des dossiers qui n'était toujours pas réglé puis qu'on souhaitait que ça se fasse rapidement. Fait qu'on espère que ça va débloquer. On espère avoir une rencontre rapidement. Là, fait que la balle est dans le camp du ministre. Diane Tremblay, directrice générale de Mon Chez Nous, était elle aussi confiante que les choses bougent. Elle soutient que leur demande se fera à coût nul puisque ces gens devront être aidés quand même s'ils se retrouvent à la rue avec une facture plus élevée. Ce qu'on demande, c'est une autorisation que des personnes continuent d'habiter les hébergements temporaires pendant 2 ans plutôt que de se retrouver à la rue. S'ils partent, qu'ils se retrouvent à la rue, ça va coûter pas mal plus cher que s'ils restent en hébergement. Puis on va les mettre à la rue pour faire rentrer qui? D'autres gens qui sont à la rue? C'est pas logique, là. La simple logique, là, c'est autoriser que l'hébergement temporaire soit prolongé de 2 ans. C'est tout ce qu'on demande. Afin de souligner plusieurs journées significatives qui se trouvaient dans un court laps de temps, l'École Saint-Laurent de Buckingham a décidé de les célébrer tout ensemble. On parle ici notamment de la Journée pour le climat du 27 septembre dernier et les Journées de la culture, pour ne nommer que celle-là. La journée a culminé avec la plantation d'un arbre pour la paix situé au milieu de la cour. Madame Chantal Gagnon, directrice de l'école, nous présente ses acolytes qui l'ont aidée dans l'organisation de cette journée. On a dit, nous autres, ça va être le 30 septembre qu'on va souligner ça. Donc, avec moi, j'ai des gens qui ont travaillé fort à l'organisation de cette journée-là puis qui représentent les 3 thématiques que je viens de vous nommer. Pierre Lénès, professeur de musique, nous fait mention de son implication auprès des élèves. Il a travaillé fort afin que ces derniers apprennent une chanson remplie d'espoir qu'ils ont chantée quelquefois durant la journée. Aujourd'hui, les élèves avaient appris depuis la rentrée scolaire une chanson. Il y a un projet avec Culture Québec, Chanson à l'école. Moi, à chaque année, j'enseigne la chanson aux élèves lors de journées de la culture qu'il y avait en fin de semaine. Donc aujourd'hui, nous avons chanté toute l'école ensemble 2 fois la chanson, une fois ce matin au gymnase et une fois cet après-midi avec la plantation de l'arbre. Pour sa part, Julie Latourelle, animatrice à la vie spirituelle et communautaire, a proposé de planter un arbre significatif qui représente l'implication des élèves pour l'environnement. Moi, j'avais invité les élèves à planter un arbre de paix en signifiant leur implication pour leur comportement pacifique à travers toute l'école et aussi pour démontrer qu'ils voulaient participer à tout
les choses pour le climat qui se fait depuis une semaine. Donc, en faisant ça, il démontrait un geste positif en plantant un arbre pour aider à notre environnement et tout ça. Lorsque le saule pleureur aura atteint sa maturité, il servira non seulement de zone d'ombre dans la cour d'école qui est assez chaude l'été, mais aussi de zone de partage et de réconciliation. On écoute Stéphane Bourassa, animateur de la journée, nous dévoiler les plans futurs pour cet arbre. Notre but, c'est de mettre 3 bancs autour de l'arbre. Un banc qui va venir dire « Hey les amis, moi je suis assis sur ce banc-là, venez me chercher, ça veut dire que j'aimerais ça jouer avec vous. » Un autre banc qui va être juste à côté, au dos de celui-là, que lui va signifier « J'ai besoin de me calmer. Je m'assis là, s'il vous plaît, si je suis assis là, ça veut dire laissez-moi me calmer tranquillement. » Puis un autre arbre, un autre banc qu'on va mettre à côté, que lui, ça va être pour la résolution de conflits. On va inviter les élèves en conflit à aller s'asseoir là, à être en paix, où ce que les autres élèves vont les laisser tranquilles, puis ils vont pouvoir régler leurs conflits à cet endroit-là. Le conseiller de Buckingham, Martin Lajeunesse, a reçu les membres de la communauté pour une consultation publique sur les loisirs, les sports et l'aménagement de son district. Même s'il n'y avait pas une foule impressionnante, les gens ont posé plusieurs questions très précises concernant les projets à venir. M. Lajeunesse s'est dit heureux de voir que les gens étaient curieux. Je vous dirais que les gens, là, il y avait des questions intéressantes, des questionnements sur le projet là, de la piste cyclable multifonctionnelle qui s'en vient, la vitesse sur la rue McLaren. Un projet attendu par la population est sans doute la piste cyclable Le Sentier du Lièvre-Ouest. Le sujet a été longuement discuté lors de la soirée. Les travaux devraient se faire dès l'été prochain avec la phase 2 en 2021. Bien, en fait, la phase 2 va être pour 2021. La phase 1 commence l'été prochain. Et oui, c'est un gros projet là, de 4 millions. Sur ça, la création là, des plans et devis là, sont en train de se faire. On a eu une subvention là, du provincial là, de 1,3 million. Et moi, là, non, je suis confiant là, que les services me disent que les plans et devis sont en train de se faire. L'appel d'offres va être lancé là, dès 2020 pour commencer les travaux l'été prochain. Le projet du parc aux bus de la rue Georges a aussi été évoqué. Lors des consultations publiques tenues dernièrement, les voisins avaient été conviés à faire part de leur inquiétude face au nouvel aménagement. Encore une fois, Martin Lajeunesse. On a répondu à des inquiétudes par rapport à la luminosité là, sur le parc aux bus. Et la STO était très à l'écoute, là, où est-ce que durant la soirée, il y a des lampadaires qui vont se fermer et qui vont s'ajuster là, par rapport à la luminosité. Là, on n'est pas là pour éclairer le terrain des voisins, surtout que ça va être leur cour arrière. Là. C'est le mois du piéton à Gatineau. Selon le service de police, c'est à l'automne que les piétons sont plus propices de subir un accident. Le SPVG tient à rappeler les comportements à observer pour éviter une collision et des blessures sérieuses ou encore mortelles. Nous avons rencontré René-Anne Saint-Amand, agente relationniste au SPVG. Bien, en fait, les piétons n'ont aucune protection. Il faut savoir que c'est un petit peu plus dangereux d'être un piéton qu'un automobiliste parce que les conséquences sont beaucoup plus graves si jamais il y a un accident. Donc, en tant que piéton, ce qu'on dit, c'est vraiment de respecter la signalisation, de traverser au bon endroit et au bon moment, hein, parce qu'il y a toujours la signalisation, la silhouette blanche qui indique de traverser, la main orange qui dit « on ne traverse pas ». Donc ça, il faut le respecter et surtout, bien, ne pas traverser dans des lignées de voitures où ce qu'on ne voit pas devant nous, quoi que ce soit. C'est sûr que ça, bien, ça facilite les accidents. Les distractions sont nombreuses et peuvent facilement causer un accident grave. Voici donc les conseils de l'agent de Saint-Amand afin d'éviter ces distractions qui puissent mener au pire. Bien, la distraction au volant, c'est un fléau et on en parle beaucoup. Donc, distraction au volant, on parle, oui, du cellulaire, mais on parle également des gens qui peuvent se maquiller au volant, qui peuvent lire un livre au volant. Donc, oui, c'est quelque chose qu'on travaille beaucoup et on veut faire de la prévention à cet effet-là. Et effectivement, ce qu'on conseille aussi aux piétons et aux automobilistes, là, parce qu'on parle du mois du piéton, c'est de vraiment avoir un contact visuel. Donc, lorsque le piéton va s'apprêter à traverser, on établit un contact visuel avec le conducteur et on traverse lorsque ce contact-là est fait. Il en est de la responsabilité de chacun d'être vigilant. Autant les automobilistes que les piétons peuvent causer une collision. Les piétons, de par leur manque de protection en cas d'impact, doivent donc redoubler de prudence lorsqu'ils traversent la rue.
En fait, on pense que la responsabilité est divisée entre les deux. En fait, on tente d'établir les responsabilités entre les automobilistes et les piétons. C'est une combinaison des deux qui va faire en sorte que le milieu va être sécuritaire. Donc, le piéton regarde 2 à 3 fois son environnement immédiat avant de traverser une intersection au bon endroit et au bon moment, comme on mentionne. L'automobiliste tente aussi d'établir un contact visuel avec le piéton pour s'assurer que ce dernier l'a vu. C'était les nouvelles. On passe maintenant en entrevue avec le président du Conseil des commissaires de la Commission scolaire au Cœur des Vallées, Éric Antoine. On en parlait depuis quelques années, même il y a des partis politiques qui en parlaient depuis quelques décennies. Eh bien, le coup près est tombé. Le 29 février, eh bien, on abolit les conseils des commissaires et on en parle avec le président du Conseil des commissaires de la Commission scolaire du Cœur des Vallées. Au Cœur des Vallées, je dois dire. Éric Antoine, bonjour. Bonjour. 29 février, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est pourquoi on n'a pas entendu en juin pour défaire ces conseils des commissaires-là? En fait, c'est un projet de loi qui est déposé entre le dépôt et l'approbation. L'adoption, il risque d'y avoir beaucoup de changements. Et puis moi, j'ai confiance qu'on va nous consulter. J'espère parce que jusqu'à présent, le ministre a mis beaucoup de mesures de l'avant, la maternelle 4 ans, la deuxième récréation de 20 minutes, beaucoup de ces choses-là qui ont été improvisées, qui n'a pas consulté comme il faut. Son travail de terrain n'a pas été fait de fond en comble. Et puis là, le réseau de l'éducation en souffre. Donc ça, c'est un autre projet de loi où c'est majeur, ça va avoir des répercussions à long terme. Et comment vous trouvez le fait qu'on conserve quand même la structure du côté anglophone et des autres minorités et pas du côté francophone? C'est comme si on voulait prendre soin des anglophones. C'est électoraliste. Donc c'est comme si on prenait soin des enfants anglo ont plus de soins que les enfants francophones. Donc il va y avoir une vigie plus accrue au niveau des anglos que des francophones. C'est triste qu'il y ait un système d'éducation au Québec à 3 vitesses, donc le privé, les anglos et les francos. Vous dites aussi que le fait d'éliminer les conseils des commissaires va porter atteinte à la démocratie. Comment la structure actuelle versus la nouvelle structure va changer au niveau de cette démocratie-là? C'est à peu près le même nombre de membres qui vont siéger. Là, il faut démystifier un peu les choses. Là, les gens pensent peut-être que rendu le 1er mars, si le projet de loi est adopté, qu'il va y avoir une pancarte à vendre en avant du bâtiment, alors que ce n'est pas le cas. C'est la plateforme des élus scolaires qui va disparaître selon le projet de loi. Donc, le personnel administratif ne perd pas leurs emplois. Les coûts qu'on juge exorbitants, des fois pour des services ou le manque de services, tout ça, ça reste pareil. C'est le 125 000 par année, l'enveloppe qui paye les élus scolaires qui va disparaître. Et pour les parents, comment ce projet de loi-là va modifier l'interaction qu'ils ont avec les directions d'école ou avec leurs maintenant, quand il y aura un problème ou quelque chose qui cloche à l'intérieur de l'école, c'est la direction à qui ils doivent s'adresser, comme d'habitude, mais après ça, il y a un manque. Là. Il n'y a plus de point de repère. Donc, ils s'adressent à qui? Au ministre directement. Ils n'ont pas le choix. Il n'y a plus personne pour défendre leurs intérêts. C'est ce qu'on faisait. C'est ce que je me suis engagé à faire depuis 2014, alors que j'ai commencé à la commission scolaire comme élu, comme commissaire. De fil en aiguille, et puis un concours de circonstances a fait que j'ai pris la présidence et j'assume ce rôle-là depuis 2016, mais c'est sans grande prétention et sans ambition politique plus élevée. C'est un rôle que j'apprécie, que j'adore, qui m'a fait défendre des causes nobles. La taxe scolaire, ça provient de l'Outaouais. S'il y a eu un changement législatif, c'est à cause de l'Outaouais. Il y a un peu d'Éric Antoine là-dedans, puis il y a plein d'autres projets pour lesquels nous sommes responsables, les commissaires de la CSCV qui ont vu le jour. Un agrandissement à Tursault, une école à l'Ange-Gardien. C'est pas... Mathieu Lacombe, il nous a octroyé les sommes, la subvention, l'argent pour la bâtir, mais c'est le travail de terrain qui était fait par les commissaires. Donc, des élus très importants, une plateforme démocratique qui va disparaître. Je suis désolé envers nos parents, nos grands-parents qui se sont battus pour des droits de vote et qu'on va jeter à la poubelle présentement. Et il y a certaines personnes qui sont en faveur de l'abolition, qui vont prétendre que les commissaires, dans le fond, ne sont qu'un comité de recommandation, que les décisions sont prises au ministère de l'Éducation par des fonctionnaires et tout l'appareil gouvernemental déjà, et que c'est, dans le fond,
intermédiaire qu'on élimine et qui coûte de l'argent. Il y a de la méconnaissance. Puis moi, je m'offre, encore une fois, comme point de repère, antoine.eric@cscv.qc.ca. Je l'ai fait depuis le départ. Je le fais encore. Un exemple concret que les gens vont pouvoir mordre dedans. La salle des jardins qui va ouvrir prochainement. Les nouveaux bancs, on a injecté 500 000 là-dedans. On s'en est pas là du tout, là. Les mesures de maintien de bâtiment qu'on soit annuellement environ 2,5 millions, un petit peu plus dans les années qui vont venir. Il y a des décisions qui sont prises pour faire des réfections de toit, des fenêtres ou des planchers à l'intérieur des écoles. Cette année, moi, je suis allé voir la directrice des ressources matérielles. Je lui ai dit, Nathalie, moi, j'aimerais ça qu'on refasse la salle des jardins. Ça fait 4 ans qu'il y a une demande au PIEC, le ministère de la Culture, pour avoir l'argent nécessaire pour faire des rénovations dans cette salle-là. Et puis, il se faisait refuser. Moi, je suis allé voir, j'ai dit, à partir de notre enveloppe à nous, j'aimerais ça qu'on refasse la salle, que les jeunes, les élèves puissent avoir une salle de diffusion pour pouvoir exploiter leur talent, pouvoir se mettre en valeur. Et puis, c'est une forme c'est une belle plateforme pour garder les jeunes à l'école. La persévérance s'inscrit là-dedans. Donc, c'est une décision qui provient du Conseil des commissaires. On s'en est pas là du tout. Donc, il y a des décisions très importantes qui vont se perdre. Et rapidement, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un mea culpa à faire de la part des commissaires sur le fait de ne pas avoir diffusé votre rôle à la population pour que la population soit plus intéressée à votre cause? C'est sûr, vous avez absolument raison. On aurait eu avantage il y a longtemps à se faire connaître et puis à être plus présent dans les événements, à serrer des mains, à voir les différents acteurs politiques au niveau municipal, au niveau provincial. Je le fais, ça fait maintenant 4 ans. J'aurais aimé ça avoir la chance de poursuivre. J'aurais aimé ça avoir la chance d'instaurer le vote électronique, d'améliorer notre taux de participation aux élections scolaires, de jumeler avec le municipal nos élections. C'est tous des mesures qu'on aurait pu profiter. Et voilà, c'est tout le temps qu'on avait avec Éric Antoine, président du Conseil des commissaires de la CSCV. Et nous, on passe à la chronique cinéma avec Daniel Lafortune. Et on retrouve notre chroniqueur cinéma cette semaine pour la première fois de la saison. Daniel Lafortune, bonjour. Bonjour Sylvain. On t'attrape littéralement entre deux vols, c'est le cas de dire. T'es quand même assez globe-trotter. Oui, un peu. On va commencer avec un film qui représente bien un peu ta vie, je pense, Vivre à 100 000 à l'heure. Oui, ben, il y a eu une certaine époque. Vivre à 100 000 à l'heure, c'est de Louis Bélanger, celui qui avait fait Gaz Bar Blues il y a une quinzaine d'années. En fait, c'est un retour un peu en arrière sur... c'est en partie autobiographique. À partir de l'adolescence, en fait, début de l'adolescence, il se retrouve à déménager avec ses parents à Charlesbourg. Il va se faire des amis, le personnage principal, il s'appelle Louis. Il va se faire 2 amis, Daniel et Éric, qu'il va mettre en valeur tout au long de son existence. L'adolescence aidant, la drogue toute près. Donc à Charlesbourg, tous 3 vont devenir des petits pushers dans une école polyvalente. Eh bien, ça amène beaucoup de répercussions, les filles autour. Et l'argent aidant, on va devenir de plus en plus relié à ce commerce illicite. Et plus il y a des enjeux économiques, eh bien, ils vont retrouver des moteurs sur leur chemin. J'imagine que c'est pas quelqu'un qui ne se laisseront pas faire ces moteurs-là quand on vient prendre leur territoire un peu aussi. C'est un peu ça qui se passe. Le personnage principal de Louis, interprété par Rémi Goulet, lui, va quitter la bande au collégial pour s'en aller étudier, en fait, en médias et communication à Montréal. Et c'est de cette façon-là qu'il va quitter le groupe. Et cependant, il va arriver un élément dramatique très important. Ça va le rattraper. Pas pour lui, mais indirectement. Et eh bien, il y a un grand drame qui se produit dans ce lien de 3 amis. Le film, en fait, c'est sur l'amitié, basé sur l'amitié, et cette amitié-là est omniprésente et dans le lien entre les 3.
Et ça donne un film qui est très intéressant et très serein à regarder, même s'il y a beaucoup de violence à l'intérieur. J'imagine, oui. Donc, pour moi, c'est un des meilleurs films de l'année au Québec. Moi, j'ai accordé la note de 8 sur 10 pour ce film-là. Et on passe à une autre réalité assez difficile aussi, celle-là, avec le film Kwesipan. Kwesipan, c'est l'amitié encore. On court la même thématique, mais là, on s'en va dans un film de Myriam Véro, qui a réalisé ce film-là dans la région de Sept-Îles, ou Ouachat, qui est un... Ouachat-Maliotenam, oui. C'est une réserve amérindienne. Et ces deux filles-là, la première, Miquan, et la seconde, Cassis, ces deux filles-là sont liées d'amitié depuis la tendre enfance, encore une fois. Mais une va prendre une option sur l'école. Elle va partir du Nord pour aller étudier à Québec. Mais avant, il y a toute cette relation-là que Miquan va développer, une relation avec un Blanc. Et ça amène beaucoup, dans la relation avec sa communauté, des divergences d'opinion, parce qu'elle sort avec un Blanc et parce que dans la communauté autochtone, c'est très difficile de sortir de cette... C'est pas très bien vu, non? Non plus, c'est pas très bien vu. Mais Myriam Véro, elle a travaillé avec Brigitte Poupard, qui incidemment joue l'enseignante dans le film, pour amener ces jeunes-là qui n'avaient jamais fait de cinéma, qui sont ils sont partis du roman de Naomi Fontaine, et les deux interprètes principales, qui sont amérindiennes, eux, vivent dans la réserve et ils sont en fait en relation l'une avec l'autre depuis très longtemps. Donc, Brigitte Poupard, elle a en fait donné des cours d'art dramatique à la communauté pour rendre le film beaucoup plus crédible, et elle réussit. Elle a réussi très bien. J'ai vu les bandes annonces et puis c'est très réussi. C'est un très beau film sur l'amitié et les divergences au niveau de ce que vont devenir ces deux filles-là. Eh bien, reste à vous d'aller le voir. C'est un très beau film sur l'amitié aussi, mais sur comment vivre dans ces communautés-là. Moi, j'ai accordé la note de 7 sur 10. Et rapidement, Daniel, on parle d'un monstre de théâtre au Québec. On le sait, ça a été joué à plus de 3000 représentations. Mais ça repart avec une autre équipe, une totale nouvelle distribution. Brou revient sur les planches. En fait, c'est Michel Côté, Marcel Gauthier et Marc Messier qui ont, à partir d'œuvres entre autres Claude Meunier, de Francine Ruel, qu'on a vu la semaine dernière à la télé, Tout le monde en parle. Ils ont écrit cette pièce-là à partir de l'hôtellerie, c'est-à-dire une taverne. Donc, Brou, la Brou, c'est de la bière. Cette pièce-là, comme tu l'as souligné, a duré plus de 40 ans avec ces interprètes-là. Maintenant, on a une nouvelle cuvée avec 3 acteurs fabuleux, Luc Guérin, Benoît Brière et aussi le troisième... Celui qu'on oublie tout le temps. Celui qu'on oublie, Martin Drainville. Martin Drainville, quand Donc, tous ces personnages-là sont revisités à la Maison de la Culture le 16, 17, 18 et 19. Et il y a déjà 2 supplémentaires d'annoncer. Il y a encore des billets et ces supplémentaires-là sont dans l'après-midi. Puis les billets vont s'envoler extrêmement vite. Eh bien, toi aussi, tu t'envoles extrêmement vite, mon cher Daniel. C'est tout le temps qu'on avait pour ta chronique cinéma. On te revoit dans quelques semaines après tes nombreux voyages. J'espère qu'on va en parler. Donc, voilà, c'était Daniel Lafortune. Et nous, on passe maintenant avec notre invité de la semaine, Rain Normand. Cette semaine, on termine l'émission avec notre invité, Rain Normand. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. On a un éléphant dans la pièce présentement. Rain Normand. Ça vient de où? Parce que c'est pas ton vrai nom. Non, c'est pas mon vrai nom, c'est mon nom de scène. J'ai pris ça, dans le fond, pour... je voulais trouver un nom de scène qui sonnait bien. Fait que j'ai été chercher un nom qui est généré automatiquement sur Internet.
Fait que je me suis dit, je vais prendre le premier ou le troisième de la liste, mais finalement, il sonnait pas bien. Fait que j'ai dû en passer une quarantaine avant de trouver Rain Normand, puis je trouvais qu'il y avait une bonne sonorité. Puis, fait que je me suis arrêté là-dessus. Ouais. C'est totalement le fruit du hasard. C'est le fruit du hasard, effectivement, ouais. Wow. Ça aurait pu être Brandon Garrett aussi, ou je sais pas. Fait que c'est Rain Normand qui est tombé, ouais. Et puis, ton style de musique, on peut s'attendre à quoi? Ben, je suis assez rétro dans mon genre. J'écoute beaucoup de vieille musique des années 30, 40, 50. Avec beaucoup de vieux country, style Hank Williams. Beaucoup de western swing aussi, qui est un peu un dérivé country du jazz, si on veut. Puis je pense qu'il y a quand même un fond de blues dans tout ça. J'ai eu une grosse passe Bernard Adamus il y a quelques années. Fait que je pense que c'est un mélange de tout ça, mais quand même assez rétro comme Ouais, j'ai vu ambiance. Quelques vidéos, ça sonne. Il y a un petit peu de folk aussi là-dedans mélangé. C'est un beau mélange de styles. Définitivement. Tu joues aussi de l'harmonica. Absolument. Donc en spectacle, on peut s'attendre à te voir jouer en harmonica. Et dans ton prochain spectacle, là, tu me dis que tu avais tuba et mandoline pour t'accompagner. Exact. J'ai pas trouvé de contrebassiste, fait que je me suis rabattu sur mon vieux pote qui joue du tuba. Puis j'ai été chercher un gars qui joue pour les Irish Bastards, qui est un band qui roule pas mal là, de vieille musique irlandaise en Outaouais. Puis je l'avais entendu jouer de la mandoline, j'ai dit hey, je prends ce gars-là dans mon band. Fait que j'ai été le recruter. Fait que ça va être ça le trio, mon power trio pour le 12 octobre. Est-ce que tu l'as déjà essayé avec ces deux instruments-là? Oh, c'est une totale première en spectacle? Non, j'ai déjà joué avec le tuba puis une batterie, puis c'était cool. Mais là, le drum n'était pas nécessairement disponible, fait que j'ai été avec un format plus acoustique. Mais on a eu 2-3 pratiques, là, ça sonne bien. Je suis confiant. Quelle est ta chanson préférée dans ton répertoire? Ah, ça change beaucoup, là. Là, ces temps-ci, j'ai ressorti une vieille toune de char là, que j'appelle Chevrolet, là, qui rentre bien dans ma tête, mais souvent, je suis assez girouette là-dessus, je te dirais. Fait que des fois, il y en a que je trippe beaucoup, puis après ça, je laisse... pendant 2-3 shows, puis j'y reviens. Fait que c'est vraiment... Je vais piger de temps en temps, mais en ce moment, ça serait elle, là, pour répondre à ta question. Ouais. Et ton spectacle, on va pouvoir le voir où? Ça va être au Cabaret La Bazoche de Elmer. Fait que c'est une super belle petite salle. J'ai entendu dire qu'on peut boire à l'intérieur aussi, contrairement aux autres salles à Gatineau. Je suis allé la visiter vite fait pour une capsule promo, justement, puis ouais, j'ai bien hâte de jouer là-bas. Donc, on peut s'attendre, c'est vendredi? Non, c'est samedi le 12 octobre proche. 12 octobre, donc on est en avance s'il y a des gens qui veulent avoir des billets. C'est une entrée à billets, entrée gratuite? C'est une entrée à billets, puis là, parce que je fais la première partie des Malprix aussi, là, c'est eux qui, je pense, qui ont le gros du spectacle, mais ouais, c'est à billets. Puis il en reste plus tant que ça, j'ai entendu dire. Je sais qu'on dit souvent ça là, pour mousser les ventes, mais là, je pense que c'est vrai, ils m'envoient un courriel, là, fait que il reste peut-être une dizaine de billets pour la soirée. Fait que, sur une capacité de combien? Combien il y en avait de billets à vendre? J'ai aucune idée. J'ai aucune idée combien de billets. Mon estimation de la place, je sais pas, 150, 200 places peut-être, je sais pas. Ah, c'est quand même un show qui va être assez relativement à grand déploiement en termes de public. Ouais. On va avoir pas mal de monde. Et donc, si vous voulez aller voir, bien, il reste quelques billets pour la Bazoche à Aylmer. Allez voir Rain Normand, notre invité de cette semaine. Merci d'avoir été là. C'est tout pour l'émission aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre Infomag.